Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler photographie, un petit peu les bases de la photographie. Donc là j'ai pris avec moi un appareil dit un peu classique. C'est un appareil classique, c'est un Minolta X700. Sa particularité c'est qu'il fonctionne à pellicule. Donc dedans on met des films 24-36 traditionnels. Et j'aime beaucoup utiliser ce type d'appareil pour parler de photographie car on peut y exprimer les concepts les plus fondamentaux très facilement. Comme par exemple les vitesses, les distances focales, la profondeur de champ, le diaphragme, l'iris. Donc tout ça je vais vous le montrer tout à l'heure et vous expliquer un petit peu les différences, que vous puissiez comprendre un petit peu qu'est-ce qui change par rapport à un appareil numérique. Moi j'ai beaucoup de plaisir à utiliser ce type de machine pour justement faire des sorties photographiques. J'ai quelque chose qui m'attire particulièrement, c'est le fait de ne pas savoir tout de suite le résultat que je vais avoir à la prise de vue. Donc je vais faire mon cadre, je vais essayer de chercher une lumière, un instant intéressant à photographier, je vais prendre l'image et je n'aurai pas la moindre idée de savoir si j'ai réussi mon coup ou pas, tant que je n'aurai pas procédé au développement. Alors vous me direz, oui ça peut être risqué. Actuellement sur plus de 3000 photos shootées avec cet appareil. Alors évidemment il y a des choses qui ont été un petit peu loupées, je ne suis pas hyper content de tout ce que j'ai fait, mais disons qu'au niveau exposition, au niveau cadrage, j'ai toujours été très content, j'ai peut-être échoué 3 ou 4 photos. Il faut dire que les posemètres qui sont intégrés dans ces appareils-là sont extrêmement performants et la qualité des optiques qu'on peut trouver de manière vraiment hyper bon marché sur internet aujourd'hui, c'est vraiment formidable. On arrive à avoir ce qu'on appelle des cailloux, donc des lentilles. Déjà, on peut se faire une petite idée déjà rien qu'au poids. On sent que mécaniquement c'est quand même quelque chose, c'est extrêmement smooth là quand on tourne la bague de mise au point. Au niveau des mécanismes, alors il y en a un que j'aime particulièrement, moi c'est le miroir dépoli, on appelle ça. Un système qui est intégré sur le miroir qui se lève au moment de la photo. Sur ce miroir en fait on a une espèce de symbole qui est gravé, qui fait que quand on va pas être net, on va y voir des petits carrés volumineux apparaître à l'image, en plein milieu de l'image. On saura vraiment, ok, est-ce que je suis net, et comme témoin, j'aurai mes petits carrés dépolis qui vont apparaître à l'image et qui vont m'indiquer franchement si je suis net ou pas. Un autre aspect intéressant, c'est le fait qu'on ait 24 ou 36 poses. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le phénomène numérique nous incite à shooter pléthore de photos. Donc on part en mission, si je peux parler ainsi, photographique pour, je sais pas, faire un portrait d'une personnalité. On a tellement peur d'échouer qu'on va shooter 1000 photos et après ça va nous prendre 3 jours de post-traitement, déjà rien qu'une journée pour se décider quels sont les plans qui sont à garder, quelles sont les photos à jeter, etc. Des fois c'est pratiquement impossible de prendre une décision. Donc en fait tout ce qu'on va gagner en sûreté au moment de la prise de vue, on va le perdre en post-traitement, ça va nous prendre des blindes, etc. Alors, je peux vous dire qu'en termes de post-traitement, ça c'est pas en reste, surtout qu'on accède à des péloches qui sont remarquables. À l'époque, moi j'étais un habitué du Kodachrome, qui était une pellicule légendaire, la pellicule qu'on utilise au cinéma. J'avais un look qui était vraiment remarquable, qui vraiment donnait un aspect cinématographique à pratiquement tous les clichés que je prenais. Aujourd'hui, on ne la trouve plus, et c'était effectivement relativement difficile à développer. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à shooter un très grand nombre de photos, comme ça, de peur d'échouer ce qu'on est en train de faire. Et en réalité, partir avec 30 photos, possible 36 poses, disons, je trouve ça quelque chose de vraiment intéressant. Ça nous demande de cadrer plus longtemps, de vraiment être beaucoup plus sûr de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va siéger devant notre sujet, on va vraiment attendre la dernière. Quand on est vraiment sûr, on va appuyer. Et je trouve que c'est là qu'on a vraiment des résultats qui sont étonnants. Je pense que shooter 10 000 clichés d'un instant, ça n'apporte absolument rien
Et souvent je m'aperçois que de me retrouver avec un cliché qui n'est pas exactement ce que je voulais lui donne une caractéristique qui, sur le long terme, lui donne son côté exceptionnel. Je me suis souvent retrouvé avec des clichés que je ne trouvais pas parfaits. Et à la longue, à force de les regarder, je me dis ah bah tiens, c'est vraiment ce qui fait sa caractéristique, c'est ce qui le rend tellement à part et qui lui donne son look original. Après coup, je me dis que finalement, c'est comme ça que je le trouve parfait. C'est une caractéristique de la pellicule que j'adore personnellement. Alors les optiques, je ne sais pas si on s'en rend bien compte, mais ici on peut lire 1.4. Ça veut dire que cette optique qui m'a coûté je crois à peine 50 francs est extrêmement lumineuse. C'est très rare d'en trouver des comme ça dans le domaine du numérique. Elles sont hors de prix, ce qui provoque que quand on ouvre l'iris à 1.4, on obtient des profondeurs de champ qui sont juste remarquables. Donc la profondeur de champ, qu'est-ce que c'est? La profondeur à l'intérieur de l'image, la distance dans laquelle on a de la netteté. Donc souvent les gens utilisent cette définition un petit peu à tort. Ils disent je voudrais une grande profondeur de champ. En réalité, ce qu'on cherche à dire, c'est qu'on voudrait une profondeur de champ courte, ce qui fait qu'on aura une zone de netteté courte et une très grande zone dans l'image floue, ce qui donne un rendu relativement esthétique, proche de ce qu'on peut voir au cinéma. Donc c'est une recherche, on cherche à avoir une distance de flou qui est relativement grande derrière le sujet et une profondeur de netteté, profondeur de champ relativement courte. Donc quand on veut avoir beaucoup de flou dans l'image, au premier plan, donc enfin le premier plan si on veut, le sujet et le décor, quand on veut que ces éléments là soient flous, on dit qu'on veut une profondeur de champ courte, c'est-à-dire une courte distance de netteté dans l'image. Voilà pour expliquer la profondeur de champ, qu'est-ce que c'est. Et donc pour obtenir plus de profondeur de champ, eh bien on va utiliser des objectifs rapides. Donc il y a deux facteurs, hein. Déjà un téléobjectif, donc à partir de, je dirais, 50 mm, dans le jargon, dans l'univers des photographes, c'est à peu près un objectif qui correspond à l'œil humain. Et moi je suis assez adepte de cet objectif. C'est un objectif qui est très proche de la vision du photographe, donc très appréciable. Il est aussi un petit peu dit et passe-partout. Il y a beaucoup de photographes qui ne partiraient en vacances qu'avec un 50 mm. S'ils ne pouvaient en choisir qu'un, ils prendraient le 50 mm. Il permet quand même d'avoir des shoots qui sont un petit peu open comme ça pour pouvoir faire du paysage, et on peut faire du portrait sans problème avec ce type de lentille. Cet appareil photo nous offre la possibilité d'obturer un millième. À ce moment là je vais pouvoir conserver une grande ouverture et obtenir une courte profondeur de champ dans mon image, et donc passablement de flou artistique devant et derrière mon sujet. Si on veut tout de même conserver une vitesse d'obturation lente, par exemple sur une caméra vidéo, alors à ce moment là on va avoir recours à un filtre ND. Alors là j'en utilise un actuellement sur la caméra qui est en train de me filmer. C'est un filtre de la marque Oya, c'est un filtre professionnel pour le cinéma, Pro ND Coating, donc ils appellent ça. Il est donné à une valeur de 100, ce qui correspond, ce qui équivaut approximativement à 6 stops de perte de lumière. Donc, en photographie, on utilise cette dénomination du stop. Donc le stop, on l'apparente un petit peu à une valeur de réglage. Alors par exemple, si je passe une valeur de réglage sur mon iris de 1.4 à 2, de 2 à 2.8, de 2.8 à 4, de 4 à 5, 6, etc. Eh bien, je change de 1 stop. Si je change ma vitesse d'un réglage, le 60e, le 125e, le 250e, à chaque fois que je change de réglage, je change ma valeur de stop de 1. Donc, si je veux faire un réglage nul, je vais procéder comme ça. Je vais fermer mon iris de une valeur de stop. Donc il y a une valeur de 1 stop qui est pris à la lumière, donc la lumière rentre moins bien d'une valeur de stop. Et à ce moment-là,
je vais ralentir mon ouverture et je vais passer du 30e au 15e. C'est-à-dire que j'ai moins de lumière qui rentre dû au changement de réglage. Je perds un stop sur mon iris, donc je la ferme un petit peu, j'ai moins de lumière qui rentre. Et à ce moment-là, je vais la compenser en obturant plus lentement et donc en laissant plus de lumière rentrer à l'intérieur de l'appareil photo pour impacter la pellicule de la valeur d'un stop. Donc là, on est sur un réglage où finalement, il ne s'est rien passé en termes de lumière, puisque ce que je l'ai gagné ou perdu d'un côté, je l'ai gagné de l'autre. Voilà. Donc si on ferme l'iris, on a moins de lumière qui rentre. À ce moment-là, on doit exposer la pellicule plus longtemps. C'est très simple. Venons-en au fait. Si je veux pouvoir ouvrir plus mon iris, je dois accélérer ma vitesse d'obturation. Et quand j'expose une valeur qui me garantit, disons, une bonne exposition, avec le pose-mètre à l'intérieur, eh bien, je vais changer ma vitesse jusqu'à ce que j'atteigne l'iris que je cherche. Donc généralement, je vais régler mon iris pour avoir la profondeur de champ qui m'intéresse, c'est-à-dire la profondeur de netteté qui m'intéresse, et donc le flou d'arrière-plan qui m'intéresse. Et en compensation de ça, en me basant sur le pose-mètre à l'intérieur du viseur, je vais adapter ma vitesse d'obturation pour garder ma valeur d'exposition au centre et atteindre ainsi donc la bonne exposition en réglant plutôt la vitesse. Alors un autre aspect vraiment important de la photographie, c'est le cadrage. Alors je mettrai un petit peu des exemples pendant la vidéo. Le cadrage, c'est une chose qui est quand même relativement oubliée en photographie, parce qu'aujourd'hui dans les appareils numériques on a tendance à avoir l'exposition tout automatique, on a des modes automatiques super impressionnants, on peut définir est-ce qu'on veut shooter un sportif qui court ou est-ce qu'on va shooter un paysage et l'appareil va faire ses réglages tout seul, etc. Donc c'est formidable. Et donc on oublie une notion essentielle qui est le cadrage et qui est totalement fondamentale au cinéma comme en photographie traditionnelle. Alors il ne faut pas oublier que évidemment en cinéma ce sont des notions qui sont très importantes, parce que une des personnes qui compte vraiment sur le set, tout le monde compte sur un set de film, mais une des personnes qui a vraiment un rôle assez central, c'est le chef opérateur. C'est lui qui va définir un petit peu les cadres, la lumière, et donc il va cadrer l'image avec des règles qui sont fondamentales, et que si on essaie de les avancer, eh ben, on se retrouve avec des images qui ne sont pas équilibrées. Donc ce que j'aimerais expliquer aujourd'hui, c'est qu'il existe des règles en photographie qu'on trouve dans tous les marabouts. Quand vous commencez la photographie, ben, achetez-vous un marabout de la photographie, ça c'est vraiment un bon art, c'est plein d'illustrations, on a les zones de force de l'image. Donc une des choses les plus importantes effectivement, ce sont les lignes de force. Donc, en gros là, parce que on a des lignes de force sur les tiers de l'image. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai mes yeux qui sont sur une première ligne de force ici. Et donc on en a une qui est à peu près à ce tiers-là. Sinon, on a une ligne de force à ce tiers précis et dans ce tiers-là. Alors là, j'ai pas pris un énorme soin pour faire mon cadrage, mais théoriquement, si je voulais être assez bien placé dans l'image, j'aurais tendance à me positionner comme ça. C'est comme ça normalement qu'on fait plus ou moins un portrait. Quand on interviewe quelqu'un ou quand on fait justement un portrait photographique d'une personne, on a tendance à la cadrer un petit peu comme ça. On va avoir l'envie, pour ceux qui ont déjà ça de manière intuitive, on aura tendance à la placer sur les lignes de force naturellement. Et parce qu'on a cette impression que l'image est beaucoup plus équilibrée. Donc c'est ce que j'ai essayé de me forcer là pour cette vidéo de faire. J'ai pas fait ça relativement avec beaucoup de soin. Le langage est beaucoup plus complexe que ça. On peut utiliser les sous-multiples des lignes de force. Donc dans une ligne de force d'un des tiers, on peut encore la diviser en 3 et encore placer des éléments dedans, du décor par exemple. C'est un langage, c'est comme ça. Alors je vous encourage à faire vos essais. Vous pouvez placer vos sujets si vous faites des interviews ou si vous filmez vous-même naturellement pour votre chaîne YouTube. Vous pouvez utiliser des cadrages au centre et puis voir la différence un petit peu de ce que vous obtenez quand vous placez
le sujet sur des lignes de force et vous verrez que ça représente une sacrée différence. Sur les appareils argentiques, même si ça fait plus de 15 ans qu'ils existent, on trouve aussi des modes automatiques. Donc là, j'en ai un, le A, que je déteste personnellement, bien sûr, parce que ça ne me permet pas de faire exactement ce que je veux en termes de contrôle de l'image. Mais alors je dois avouer que c'est très pratique. Si je me retrouve à devoir shooter des photos un petit peu d'urgence, par exemple, on me dit d'aller sur un événement et puis il faut le couvrir, il ne faut pas trop se poser de questions. Le mode automatique, évidemment, on l'a tous utilisé une fois, c'est vraiment intéressant. Pour ça, ça va très vite. Mais je dirais que la philosophie de l'argentique, de la photographie argentique, va un petit peu à l'encontre des automatismes, puisque l'idée c'est de prendre un petit peu son temps, de réfléchir. On peut travailler aussi avec un pose-mètre séparé. Donc on va prendre la lumière ambiante avec une machine externe, un appareil externe qui va prendre l'intensité lumineuse et on va reporter les réglages obtenus sur l'appareil photo. Donc on va ici indiquer la valeur de sensibilité du film en ISO ou ASA. La nouvelle dénomination c'est le ASA. Ensuite on va retrouver nos réglages d'ouverture, de l'iris et la vitesse. Normalement, si on respecte bien ce que dit l'appareil de mesure de la lumière externe, le pose-mètre, normalement on a une exposition qui est fantastique. Je dirais que dans ces appareils, je me répète un petit peu, mais c'est vrai qu'ils sont équipés de pose-mètres qui sont tout à fait excellents. Et moi j'ai jamais eu de mauvaise surprise, j'ai toujours eu des images correctement exposées. En tout cas, rien qui ne puisse pas être rattrapé, parce que j'ai tendance à, une fois que j'ai un bon cliché, alors on peut utiliser des scanners numériques qui sont spécialisés dans les diapositives ou dans le scan de pellicule. Et on va pouvoir les numériser en 10-14 millions de pixels, ce qui est déjà pas mal, et obtenir des images qui sont très intéressantes. Un des avantages de la pellicule sur le numérique, pour l'instant, c'est le dynamic range, la plage de sensibilité du film. Donc en pellicule, je ne sais pas l'ensemble des pellicules, mais sur les pellicules les plus utilisées, on va se retrouver à peu près avec 13 stops de plage de sensibilité. On appelle ça en anglais justement le dynamic range. C'est une valeur qui est assez intéressante dans le sens où c'est le nombre de paliers entre les basses lumières et les hautes lumières. Ce qui fait que avec un support à haute plage de sensibilité, on va pouvoir avoir des informations dans les basses lumières en même temps que le sujet est devant un élément très lumineux. On va avoir aussi des informations dans cet élément très lumineux. Donc par exemple, là je suis en train de me filmer, on a certaines zones de cette image qui sont dans la pénombre et d'autres zones de cette image, comme le ciel par exemple, qui sont très lumineux, donc des valeurs qui sont extrêmes. Et c'est très intéressant quand je fais quand je shoote un cliché, quand je shoote une image, de pouvoir avoir du détail dans les basses lumières et dans les hautes lumières. C'est-à-dire que tout est parfaitement visible. Au niveau des vitesses d'obturation, on a ici une valeur limite qui est le 60. Donc à partir du 60e, c'est-à-dire une seconde divisée en 60, c'est-à-dire que c'est un 60e de seconde, la vitesse d'obturation, donc c'est très rapide. On dit, c'est pour ça qu'il est en rouge sur cet appareil, on dit qu'en dessous de 60 du 60e, il est très difficile à main levée d'avoir une image nette. C'est-à-dire qu'à main levée, si je prends un sujet, par exemple je vais faire un portrait, je risque de ne pas pouvoir garantir la netteté. Il faut le savoir, donc à partir de 60, normalement, on est bon. À 125, on est sûr qu'on va avoir un sujet net. À part s'il est en train de courir ou si on est en train de photographier une Formule 1 naturellement. Voilà, à 250, on a des images remarquables de netteté, et à 1000, c'est pratiquement impossible d'être flou, même si je fais une photo en bougeant. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour de la question. Je ferai peut-être un petit article sur mon blog pour exprimer peut-être encore d'autres notions qui auraient pu m'échapper. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je me serais donné de la peine pour que ce soit le cas. Alors n'oubliez pas des petits pouces bleus un peu partout, autant que vous voulez. Partagez la vidéo si elle vous a plu. Normalement une fois par semaine à peu près, je publie une vidéo. Et si vous voulez être informé, n'oubliez pas de vous abonner.